puissance européenne, cette, euh, cette indépendance de la Belgique est subordonnée à une condition, c'est que cette indépendance ne vienne pas perturber les équilibres qui ont été constitués lors du Congrès de Vienne. Congrès de Vienne qui, je vous le rappelle, succède aux différentes guerres napoléoniennes et qui essaie de constituer une forme d'organisation qui préfigure finalement à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité collective. Euh, et donc, pour faire bref, la condition sine qua non pour que la dépendance de la Belgique soit reconnue par les grandes puissances européennes est que la Belgique soit soit neutre, pardon, que la Belgique soit neutre, et donc qu'elle ne devienne pas l'allié d'une des puissances, faisant de la sorte basculer le cœur de l'Europe, puisque la Belgique est évidemment géographiquement située au cœur de l'Europe, dans un sens qui serait favorable à l'une des puissances et donc modifierait les équilibres du Congrès de Vienne. La Belgique devient donc indépendante à la stricte condition qu'elle soit neutre. C'est la période de ce qu'on appelle la neutralité obligatoire ou imposée. Euh, cette neutralité, comme vous le savez, elle va être violée en 1914 par l'Allemagne qui doit traverser la Belgique pour attaquer la France, qui montre bien à quel point la Belgique est au centre de l'Europe et que donc tout conflit entre la France et l'Allemagne en particulier passe nécessairement par les territoires belges. La Belgique refuse à l'Allemagne le droit de traverser son pays et donc l'Allemagne viole la neutralité belge. Et donc ça marque le début de la Première Guerre mondiale. Le choix de la Belgique après cette Première Guerre mondiale est de poursuivre cette neutralité, alors même qu'elle ne lui est plus imposée, puisque d'une certaine façon, l'ordre qui s'établit après la Première Guerre mondiale est évidemment différent, hein. Le fameux traité de Versailles, la Belgique fait partie du camp des vainqueurs, et d'une certaine façon, elle se voit émancipée de cette obligation de neutralité. Et pourtant, le choix du gouvernement belge à l'époque, c'est de rester neutre dans cette période de l'entre-deux-guerres. Mais cette fois-ci, du coup, c'est une neutralité volontaire. C'est la période qu'on appelle la période de neutralité volontaire. La Belgique estimant que la, la meilleure façon d'assurer sa sécurité est de ne pas interférer avec les rivalités de puissance et donc de conserver cette neutralité. Comme vous le savez, cette neutralité va être violée une deuxième fois, en mai 1940, à nouveau par l'Allemagne nazie cette fois-ci. Euh, et de facto, évidemment, dès lors que cette neutralité est violée, ça oblige la Belgique à rejoindre le camp des Alliés, l'ensemble des puissances qui combattent l'Allemagne. Et la question va évidemment se poser à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Que faire maintenant pour assurer la sécurité de la Belgique? Alors cette fois-ci, euh, les- le gouvernement belge tire la leçon de cette double violation, celle de 1914, celle de 1940, et pense que voilà, la neutralité n'est plus une option efficace, n'est plus une option crédible pour assurer la sécurité de la Belgique, et choisit donc de s'inscrire dans une dimension qu'on qualifierait aujourd'hui de multilatérale, mais ce n'est pas un terme qu'on utilisait à l'époque. Euh, et dans un premier temps, Paul-Henri Spaak, qui est à la manœuvre, qui est ministre des Affaires étrangères pendant une très longue période, euh, pense plutôt à l'ONU pour assurer la sécurité de la Belgique. Dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN n'existe pas encore, hein. L'OTAN doit être fondée qu'en 1949. Et dans son esprit, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui elle est fondée en 1945, pardon, et son principe de sécurité collective qui vont permettre à la Belgique d'avoir une certaine sécurité. Évidemment, le modèle de l'ONU va très rapidement s'avérer une impasse en raison de la guerre froide, hein. On aperçoit dès 1947 qu'il n'y a plus d'entente entre les États-Unis et l'Union soviétique, que le mécanisme de sécurité collective qui est au cœur de la Charte des Nations Unies va être impossible à faire fonctionner du fait de cette opposition bipolaire, de l'usage du droit de veto au Conseil de sécurité. Et, euh, et donc la sécurité collective, l'action de l'ONU ne peut pas garantir la sécurité de la Belgique. Il faut trouver une autre voie. Et cette voie, ça va être l'Alliance Atlantique, qui est simplement une assurance basée sur le principe d'équilibre des forces.
la seule façon d'équilibrer la menace militaire soviétique en Europe, c'est de combiner les forces militaires des pays européens, qui sont relativement faibles, il faut bien le dire, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la puissance militaire des États-Unis et secondairement du Canada. Seule cette combinaison, cette alliance est susceptible de dissuader l'Union soviétique de Staline de s'en prendre à l'Europe occidentale, pense-t-on à l'époque. Et c'est ainsi que l'OTAN devient, d'une certaine façon, le mécanisme de sécurité existentielle de la Belgique et de la plupart des autres pays d'Europe occidentale à partir de 1949. Alors, cette situation va perdurer pendant toute la durée de la guerre froide, bien entendu. Et la première question qui va se poser à cet égard, c'est évidemment au sortir de la guerre froide, lorsque disparaît cette menace soviétique, euh, certains pouvaient penser que du coup, l'utilité, la nécessité de l'OTAN disparaîtrait également. Et la réponse qui a été donnée par les États membres de l'OTAN, à qui la question était évidemment posée, c'était non, l'OTAN ne va pas disparaître, elle va se transformer. Donc, elle était une alliance défensive dirigée, enfin, conçue comme équilibre par rapport à la menace soviétique. Cette menace disparaît et donc l'Alliance Atlantique va devenir une organisation de sécurité collective régionale. Et on va voir que l'OTAN va s'impliquer dans des opérations de maintien de la paix en ex-Yougoslavie, par exemple, pour stabiliser les accords de Dayton, et puis plus tard dans d'autres conflits et, et donc jouer un rôle différent de celui qui avait été imaginé au départ. Mais il faut bien comprendre que derrière ces nouveaux rôles que l'on donne à l'OTAN, il y a quand même l'idée fondamentale que si un jour une menace existentielle que l'on n'identifie pas encore, mais qui peut toujours survenir, devait peser sur les États membres, ce serait quand même in fine l'OTAN qui devrait la garantir. Et c'est notamment cela qui a constitué un obstacle à l'édification d'une véritable politique de défense européenne autonome, parce que un grand nombre de pays européens, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas dans une certaine mesure aussi, ont toujours pensé que même dans le monde de l'après-guerre froide, la véritable réassurance ultime, elle était située au niveau de l'Alliance Atlantique avec le parapluie nucléaire américain et que un même niveau d'assurance ne pourrait jamais être garanti par l'Union européenne seule. Ce en quoi il s'opposait plutôt à une vision française qui, depuis toujours, a plutôt promu une forme d'autonomie stratégique européenne. Euh, et donc, c'est assez intéressant de se rappeler cela dans le contexte actuel, bien entendu. Euh, alors, parmi les défis actuels, et sans encore m'approcher des éléments les plus liés à l'actualité récente, il faut bien voir que, bien entendu, les menaces ont changé. Les menaces qui sont analysées aujourd'hui dans les études de sécurité sont beaucoup plus vastes et ne portent pas en premier lieu, ou en tout cas jusqu'à ces dernières semaines, sur des menaces d'invasion militaire venues de l'Est, mais elle portait sur une compréhension beaucoup plus large de ce qu'on appelle les questions de sécurité. Alors on peut penser évidemment à des questions comme le terrorisme, mais aussi aux risques environnementaux, à ce qu'on appelle aussi la sécurité ontologique, c'est-à-dire les menaces qui peuvent porter sur ce qui fait l'essence même d'une société, son équilibre, ses valeurs, et qui peuvent être menacées alors même que ses ressources matérielles et son territoire, eux, ne sont pas menacés. Donc, on a aujourd'hui une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus multidimensionnelle de ce qu'est la sécurité par rapport à ce qui était envisagé pendant la guerre froide. Un autre point qui me semble important aussi, c'est que l'immédiateté de l'information auquel chacun a accès aujourd'hui en quelques clics sur son téléphone euh, a tendance à surexposer la population aux risques. Alors, je ne dis pas ici que les risques sont systématiquement surestimés, mais je pense que l'instabilité sécuritaire qui existe dans le monde et qui a toujours existé, il y a toujours eu des conflits, et a probablement un potentiel plus anxiogène aujourd'hui qu'il ne l'était, que ce n'était le cas auparavant, parce qu'il y a cette exposition permanente au travers des chaînes d'information continue, au travers des réseaux sociaux, avec le risque permanent évidemment d'une manipulation, puisque l'information fiable et sourcée
est complètement mélangé avec les fake news et que voilà, pour beaucoup de concitoyens, il est parfois un peu difficile de s'y retrouver, de savoir à quelle information on peut se fier. Tout ça crée un climat extrêmement anxiogène euh, qui pose évidemment des difficultés. Comment comprendre exactement les enjeux de sécurité aujourd'hui et comment apprécier le véritable risque. Est-ce qu'on est à la veille d'une troisième guerre mondiale ou est-ce que Vladimir Poutine va envahir l'Europe? Euh, voilà, pour des personnes qui ne sont pas directement spécialisées dans ces questions, faire le tri entre toutes les informations qui circulent est évidemment extrêmement difficile. Les médias généralistes n'aidant pas nécessairement toujours à faire ce tri correctement. Euh, alors la question qui se pose évidemment, c'est, et je pense que là c'est vraiment très important de faire la distinction entre le temps court et le temps long. Et là je fais directement référence à l'actualité immédiate. Évidemment, l'actualité immédiate, c'est la résurgence de la menace militaire en Europe avec la politique de Vladimir Poutine qui a agressé l'Ukraine et qui, de toute évidence, ne va pas s'arrêter là et pourrait à l'avenir, en tout cas des informations convergentes en ce sens, pourraient menacer d'autres régions. Alors pas immédiatement la Belgique, évidemment, mais la Moldavie, par exemple, peut-être les pays baltes, ce seront des premières étapes. Donc il faut s'en préoccuper. Et puis cet élément nouveau qui est le doute sur le lien transatlantique sur lequel reposait notre sécurité existentielle. Est-ce que l'article 5 de l'OTAN est encore fiable? Peut-on encore raisonnablement se fier aux États-Unis sous l'administration Trump? En tout cas, la question ne va pas de soi et on le voit très bien, les gouvernements européens se sont saisis de la question et, de toute évidence, estiment pour la plupart d'entre eux que cette garantie n'est plus suffisamment certaine et qu'il est donc de leur devoir de réfléchir à assurer par eux-mêmes leur sécurité pour le cas où la garantie américaine s'avérait effectivement remise en cause. Donc on est dans un contexte où on parle risque militaire, où on parle réarmement massif, réinvestissement massif, donc pas vraiment une météo extrêmement favorable aux idées de désarmement, aux idées de résolution pacifique des différends. Est-ce que ça veut dire que toute réflexion en la matière est devenue nulle et non avenue? Je ne pense pas. Je pense qu'on ne se situe pas dans la même temporalité. Il n'est pas incompatible pour l'Europe, d'une part, de prendre son destin en main et de faire les investissements nécessaires pour assurer sa sécurité physique. Ça fait partie des devoirs d'un État. Euh, pour autant, les citoyens, les organisations de la société civile euh, doivent plus que jamais réfléchir, je dirais, au coup d'après, c'est-à-dire que en même temps qu'on fait le nécessaire pour se prémunir contre un risque immédiat, il faut réfléchir à plus long terme comment poursuivre une logique de désarmement qui est bien là et qui ne doit pas être oubliée. On a fait des progrès considérables. Les arsenaux nucléaires, depuis la fin de la guerre froide, ont été divisés par un facteur 30. Au- Aucun désarmement dans l'histoire humaine n'a jamais eu lieu de façon aussi massive et de façon aussi spectaculaire. Alors, pour ceux qui sont partisans de l'abolition des armes nucléaires, c'est évidemment encore trop peu, mais voilà, la dynamique est là. Elle subit aujourd'hui un coup d'arrêt. Il est possible que ce ne soit que momentané et que par la suite, des négociations puissent avoir lieu. Et si on prend Donald Trump au mot, il est favorable à la poursuite du désarmement nucléaire et à la relance des pourparlers START qui permettent à la Russie, aux États-Unis, qui permettraient d'aller plus loin encore dans la réduction du nombre des armes nucléaires. Il y a aussi tous les désarmements thématiques, hein, notamment de toutes les armes qui ont pour particularité de ne pas permettre une distinction suffisante entre les combattants et les non-combattants. Donc typiquement les armes antipersonnelles, les armes à sous-munitions, toutes les armes de destruction massive, donc bactériologiques, chimiques et nucléaires. Donc toutes ces armes ont fait l'objet de traités d'interdiction qui n'ont pas été ratifiés par l'ensemble des États. Euh,
Voilà, le risque, c'est évidemment que dans la logique actuelle, certains États remettent en question ces engagements. On a vu par exemple que euh, la Lettonie avait décidé de sortir du traité interdisant les armes à sous-munitions, estimant qu'en cas d'agression russe, vu la disproportion des forces en présence, elle ne pouvait pas se passer de ce type d'armement. Donc ça, évidemment une régression en la matière. Mais il faut bien voir que l'idée du pays en question n'est pas d'utiliser ces armes, c'est plutôt de se doter d'un armement susceptible de dissuader une agression contre son territoire. D'accord? Euh, donc c'est symboliquement une régression par rapport à la logique de désarmement, mais dans, dans le cas de ce pays-là en particulier, euh, ça ne, ça ne signale pas la volonté de s'en servir. C'est simplement d'avoir à sa disposition un arsenal qui dissuade un agresseur potentiel de s'en prendre à son territoire. Voilà, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, parce que je crois que je parle depuis déjà. Un petit peu en avance. Vous avez encore, on va dire, 5 minutes, je dirais. Voilà, sinon, c'est peut-être mieux de donner la priorité aux questions-réponses. Tout à fait. Je dirais simplement en conclusion que, voilà, pour la Belgique, la situation actuelle, en définitive, ne change pas énormément les choses sur le plan des principes. C'est-à-dire que la Belgique est un petit pays très ouvert. Donc la Belgique va continuer à devoir s'inscrire dans une logique multilatérale, à la fois pour sa sécurité et pour sa prospérité. Il n'y a pas d'option de stand-alone ou d'autarcie pour la Belgique. Nous n'avons pas de matières premières, nous sommes beaucoup trop petits pour ça. Et nous n'aurons jamais la puissance militaire nécessaire pour nous défendre seuls. Donc, par rapport à ces fondamentaux-là, euh, je veux dire, l'équation pour la Belgique ne change pas, mais le contexte change dans le sens où, euh, voilà, s'il s'avère que l'assurance américaine disparaît, ce pilier de la défense existentielle de la Belgique, qui était l'OTAN, va être progressivement substitué à un pilier européen. C'est peut-être le début de cela auquel on assiste, mais il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Nous voyons une administration Trump qui fait des annonces et des désannonces pratiquement dans la même journée. Et cette administration, en théorie, ne doit pas durer plus de 4 ans. Il faut plus de 4 ans pour démanteler l'OTAN. Donc, voilà, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais le mouvement est clair, c'est que les pays européens prennent leurs dispositions pour le cas où cela se produirait et ne pas se trouver dépourvus. Et la Belgique est pleinement partie prenante dans ce mouvement. Euh, Ça, c'est une évidence. Et donc voilà, l'avenir le dira. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai bien volontiers à vos questions. Merci beaucoup pour l'intervention et cette mise en perspective historique essentielle, mais aussi de nous rappeler les défis de cette actualité immédiate qu'on reçoit vraiment au jour le jour. Je me tourne vers Annick et Bénédicte pour savoir s'il y a des questions dans le chat. Premièrement, n'oubliez pas que c'est un webinaire interactif, donc tout le long, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Oui, bonjour. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Il y a juste une remarque, Vincent Pillet, qui dit que Monsieur Liégeois fait bien de parler du temps long et des exemples de progrès. Et il donne l'exemple formidable de l'OIAC, où il y a eu 193 États qui se sont engagés à respecter la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Monsieur Liégeois, vous voulez réagir à ceci? Oui, ben, l'exemple des armes chimiques est intéressant parce que, comme vous le savez, on en a utilisé de façon massive pendant la Première Guerre mondiale et pas du tout pendant la Deuxième. Et les historiens militaires donnent pour explication à ce non-usage des armes chimiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les belligérants en disposaient, par le fait que... Alors, il y a un élément technique qui est que la Deuxième Guerre mondiale a été une guerre de mouvement pour l'essentiel, alors que la Première Guerre mondiale, à un moment donné, s'est installée dans une guerre de position. Et il est évident que les armes chimiques dans une guerre de mouvement, c'est pas possible.
Donc ça, c'est une explication technique, mais l'élément plus fondamental, c'était que les belligérants, en possédant des arsenaux très très importants, euh, chacun a anticipé le fait en ouvrant la boîte de Pandore de l'utilisation d'armes chimiques, bah, évidemment, la riposte aurait été immédiate de la part de l'autre belligérant, et du coup, l'avantage potentiel immédiatement annulé. Donc, il n'y avait pas d'avantage comparatif pour un belligérant à introduire cet armement dans l'équation parce qu'il en était d'une certaine façon dissuadé par le fait que l'autre en possédait au moins autant que lui. Euh, et, et- et donc, finalement, les seuls usages des armes chimiques qu'on a vus depuis la Première Guerre mondiale, c'est plutôt des usages que, qu'ont fait des gouvernements contre leur propre population, hein, dans l'exemple de Saddam Hussein contre la population kurde, et puis plus récemment, l'usage par le régime syrien contre sa propre population. Euh, euh, et finalement, on n'a plus vu de... Alors si, il y a eu, dans le cadre de la guerre Iran-Irak, alors de nouveau, là c'est clairement parce que c'était à un moment donné une guerre de position. La guerre Iran-Irak, si vous vous souvenez, c'est une guerre qui s'est à un moment donné complètement enlisée dans une guerre de position. Et en désespoir de cause, ben, les belligérants ont essayé de faire bouger les lignes en utilisant des armes chimiques, sans succès d'ailleurs, hein. Ça n'a pas du tout abouti à des percées particulières. Et la guerre Iran-Irak s'est terminée euh, par un match nul complet. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun gain territorial, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Euh, donc ça montre bien que l'usage de ces armes en termes militaires aujourd'hui n'apporte rien de particulier et qu'il y a une forme de neutralisation mutuelle des belligérants à partir du moment où ils les possèdent. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les soldats qui pourraient subir leurs effets et aussi pour les populations civiles qui pourraient en être affectées. Et c'est probablement pour cette raison que c'est un des traités des armements les plus respectés. Probablement parce que l'utilité militaire de l'arme chimique comment dire, n'est plus d'actualité, sauf dans des cas très particuliers que j'ai mentionnés d'usage contre des populations civiles. Alors, il y a une autre question sur le chat. Jean-Michel qui demande si le discours de Macron sur la sécurité de l'Europe face à la Russie est justifié. Euh, le discours, alors il a fait beaucoup de discours, mais j'imagine, je comprends la question comme le fait de pointer la Russie comme, je pense qu'il a utilisé le terme puissance révisionniste. Et il y avait un deuxième qualificatif, j'ai oublié lequel. Mais enfin bon, on comprend bien l'idée. Alors, en théorie des relations internationales, une puissance révisionniste, c'est une puissance qui veut renverser l'ordre établi, qui conteste l'ordre international établi. Bah, dans ce cas-là, je pense que c'est justifié, puisque l'ordre international établi, c'est qu'on ne peut pas modifier les frontières par la force. Or, c'est exactement ce que Vladimir Poutine cherche à faire, d'abord pour la Crimée, et puis par la suite en attaquant l'Ukraine. Donc, oui, littéralement, c'est effectivement une puissance révisionniste en Europe, puisqu'elle cherche à accroître son territoire par l'usage de la force. Euh, donc je pense que c'est difficile de ne... Alors on peut toujours penser que le discours est exagéré, parce que c'est un discours politique, donc il y a une visée rhétorique, il faut mobiliser, il faut expliquer pourquoi des sacrifices, notamment budgétaires, vont devoir être faits. On trouve de l'argent pour réarmer l'Europe, forcément c'est de l'argent qui ne pourra pas servir à autre chose. Euh, euh, donc voilà, moi je ne suis pas ici pour justifier ou pour me faire l'avocat de M. Macron, mais par rapport au diagnostic selon lequel la Russie constitue aujourd'hui un facteur de déstabilisation en Europe et qui nécessite que des mesures soient prises pour contrer ces ambitions révisionnistes, ça me semble quand même enfin, l'expérience de ces dernières années montre que les tentatives de résolution diplomatique, dans lesquelles la France d'ailleurs s'est fortement engagée, hein, les accords de Minsk,
c'était quand même le résultat des efforts conjoints de François Hollande à l'époque et Angela Merkel pour trouver une solution négociée au conflit, déjà à l'époque, hein, depuis 2014, entre la Russie et l'Ukraine. Euh, et on sait ce qu'il en a résulté. Finalement, ces accords n'ont pas été respectés et ont fait l'objet d'une invasion de l'Ukraine, enfin, une tentative d'invasion de l'Ukraine, il y a maintenant presque 2 ans. Euh, donc voilà, maintenant on peut discuter la formulation, on peut estimer qu'il y a une exagération de la menace. Ça, voilà, je dirais que c'est plus une question d'appréciation politique, mais voilà, sur la qualification de puissance révisionniste, ça me semble factuellement difficilement contestable tout de même. Et il semble bien quand même que un certain, comment dire, que la logique de la politique menée par Vladimir Poutine ces dernières années, c'est quand même une logique de puissance. Il y a une volonté de réaffirmation de la puissance russe sur la scène internationale en utilisant des moyens qui sont à la fois des moyens militaires, des moyens de soutien, de déstabilisation un peu partout, pas seulement en Europe d'ailleurs, on a vu aussi en Afrique. Euh, et donc voilà, c'est le propre d'une puissance révisionniste euh, qui, à laquelle il est difficile de résister autrement qu'en en faisant preuve d'une certaine fermeté, la fermeté passant par la possibilité de montrer que, en dernier recours, on est prêt à résister sur le plan militaire en cas d'agression. Et c'est du reste la meilleure façon d'éviter une telle agression, c'est de rehausser le coût. Euh, il me semble assez évident que si l'Ukraine a été agressée par la Russie, c'est parce que celle-ci avait, dans un premier temps, sous-estimé le coût. Donc, agresser l'Ukraine avec l'espoir de pouvoir faire tomber Kiev en 2 jours et le reste du territoire en 3 semaines, c'est un calcul qui valait la peine d'être tenté. À partir du moment où l'Ukraine a des arguments différents et on augmente le coût, euh, bah, le calcul devient différent et il est assez probable tout de même que Vladimir Poutine n'aurait jamais pris cette décision s'il avait su que ça allait l'entraîner dans une confrontation qui allait durer 2 ans et qui allait entraîner une cascade de sanctions, un taux de perte aussi important, quand même un amoindrissement de sa capacité militaire, en tout cas à court terme, puisque pendant que l'armée russe est occupée en Ukraine, elle ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre et elle ne pourra pas s'engager dans une autre guerre avant assez longtemps, le temps de reconstituer ses forces. Donc si tout cela avait pu être anticipé par Poutine, l'agression n'aurait pas eu lieu, ce qui montre quand même que la capacité de défense, c'est quand même aussi euh, fait, comment dire, modifier le calcul rationnel d'utilité d'une puissance révisionniste qui ne s'engage dans une guerre d'agression qu'à partir du moment où elle estime que cette guerre d'agression va réussir. Donc, montrer qu'elle va échouer, c'est la meilleure façon de l'empêcher. Merci beaucoup. Il y a encore deux questions qui rebondissent un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La première qui se demande sur quoi repose la crainte selon laquelle Vladimir Poutine va attaquer la Moldavie et ou les pays baltes. Et la deuxième qui se demande donc quelle est l'utilité militaire de l'arme nucléaire, sachant que vous avez évoqué la non-utilité militaire des armes chimiques. D'accord. Alors, pour la Moldavie des pays baltes, je dirais qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est la raison, je dirais, nationale. L'idée étant que ce soit dans les pays baltes ou en Moldavie, on a des minorités russophones très très importantes. Et que Vladimir Poutine n'a jamais fait mystère qu'il estimait que la Russie avait vocation à s'étendre ou à restaurer sa souveraineté sur tous les territoires dans lesquels il existait une proportion importante de population russe. Bah, c'est la même rhétorique que celle du Grand Reich allemand, qui estimait qu'il avait vocation à s'étendre partout où il y avait des populations de langue allemande. C'est voilà, c'est une rhétorique
classique dans l'histoire d'un nationalisme expansionniste qui veut réunir dans un seul territoire et une seule souveraineté l'ensemble des populations qui sont linguistiquement, culturellement assimilées. Donc c'est le rêve de la Grande Russie. Et tout, ce rêve est abondamment, comment dire, communiqué, fait partie de la rhétorique poutinienne, à la fois vers l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, hein. C'est le discours qui est récité à longueur d'année à sa propre population et qui fait une partie de sa légitimité, puisque une partie de la population russe y adhère, estime que la Russie a été humiliée après la fin de la guerre froide, avec le démantèlement de l'URSS, et que voilà, il faut restaurer la fierté russe et sa position internationale, et ça passe par la récupération de toute une série de territoires perdus, le critère étant la présence de populations russophones dans ces territoires. Donc ça désigne évidemment la Moldavie et les pays baltes comme étant les premières cibles à cet égard. Euh, Après l'Ukraine, évidemment. L'Ukraine étant considérée comme le berceau de la Russie. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question sur les armes nucléaires. Euh, donc la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que l'arme nucléaire, elle a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki. Elle ne l'a plus jamais été depuis. Euh, Alors, à partir de là, il y a deux façons de raisonner. Il y a une façon de raisonner qui considère que ce résultat, somme toute positif et exceptionnel, de ne plus jamais avoir eu l'usage de l'arme nucléaire, il est le résultat de la dissuasion. Ce n'est pas la sagesse humaine qui fait que les États qui possèdent des armes nucléaires ne les utilisent pas. Les êtres humains, malheureusement, sont loin d'être sages tout le temps. Ce qui fait que l'arme nucléaire n'est pas utilisée, ben, oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux armes chimiques, c'est que euh, l'arme nucléaire ne peut pas être utilisée lorsque vous savez que la cible que vous visez est elle-même dotée de l'arme nucléaire et va pouvoir vous punir de votre action avec des armes nucléaires. C'est le principe de la dissuasion. Et donc, voilà, on peut évidemment citer l'exemple de la guerre froide avec deux puissances géopolitiques que tout opposaient, qui se sont finalement jamais fait directement la guerre parce qu'elles se dissuadaient mutuellement avec des armes nucléaires. Et à une échelle moindre, on peut prendre aussi le cas de l'Inde et du Pakistan. Voilà, deux pays qui sont en guerre depuis euh, 1949, qui n'ont pas résolu leurs différends frontaliers, qui ont connu plusieurs épisodes de guerre ouverte conventionnelle entre eux, mais qui, depuis qu'ils possèdent chacun l'arme nucléaire, ont arrêté ces confrontations. Alors pour autant, ils ne sont pas devenus amis du tout. Les questions de Cachemire, les questions de frontières n'ont pas du tout été résolues. Ça reste deux rivalités régionales extrêmement aiguisées, mais ça ne se traduit plus par un affrontement militaire parce qu'il y a cette dissuasion nucléaire qui fait que, par crainte d'une escalade, ces deux pays ne peuvent plus se permettre. Donc ça, c'est, je dirais, la vision qui pense que la meilleure façon d'éviter l'usage de l'arme nucléaire, puisqu'elle est là, qu'on l'a inventée et qu'on ne peut pas la désinventer, bah, ça reste la dissuasion, puisque même une personne mal intentionnée, pour peu qu'elle reste rationnelle dans ses mauvaises intentions, va quand même réfléchir aux conséquences de son acte et va très vite comprendre que l'utilisation de l'arme nucléaire ne peut pas être une option dès lors qu'elle entraîne automatiquement une riposte dévastatrice de l'adversaire. Alors évidemment, face à cette logique de la dissuasion qui a amené à certaines périodes de l'histoire une accumulation d'armements complètement déraisonnable, hein, au plus fort de la guerre froide, on avait plus de 30 000 têtes nucléaires de part et d'autre, euh, Union soviétique et États-Unis. C'est beaucoup moins maintenant. Euh, donc certains, c'est la position abolitionniste, estiment que par nature, l'arme nucléaire est contraire à toutes les conventions sur le droit de la guerre. Elles ne permettent évidemment pas la distinction entre les combattants et les non-combattants. Elles sont donc à proscrire pour des raisons humanitaires. C'est vraiment le fondement de toute la campagne pour l'abolition des armes nucléaires. Et c'est d'ailleurs les arguments que l'on retrouve dans le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté par les Nations Unies. Et il se trouve que
ce traité n'a pas été signé par les puissances nucléaires, et donc il reste d'une portée relativement symbolique, et donc très différent de tous les autres traités de désarmement qui ont entraîné de véritables renoncements de la plupart des pays aux armes chimiques, aux armes bactériologiques, et pour ceux qui l'ont signé, aux armes à sous-munitions et aux mines antipersonnelles. L'arme nucléaire constitue le socle de la défense existentielle pour un certain nombre de pays, donc les puissances nucléaires, et tant qu'il en sera ainsi, ces pays n'y renonceront pas. Euh, donc la question d'un désarmement nucléaire intégral bute sur cette difficulté. Le fait que certains pays ont conçu leur architecture de défense avec cette assurance ultime constituée par l'arme nucléaire, qui n'est donc pas une arme d'emploi, qui n'est pas une arme qui va être utilisée pour faire la guerre ou pour agresser un voisin, ça n'a aucun sens, mais qui est simplement une sorte d'abstraction qui est brandie comme une sorte de garantie ultime. Voilà, dans la doctrine française, par exemple, on parle d'intérêts vitaux. Si vous attaquez aux intérêts vitaux français, eh bien, ultimement, vous ne parviendrez pas à faire disparaître la France de la carte, ou si vous y parvenez, ce sera au prix de votre propre disparition, parce que il y a la force de frappe française, y compris avec des sous-marins nucléaires, qui sont pratiquement indétectables. Et donc, même une fois que vous aurez rayé la France de la carte, la France a quand même les moyens de vous punir de cela. Et donc, vous n'allez pas le faire, puisque cette entreprise ne peut pas être réalisée sans vous anéantir vous-même par la même occasion. Et c'est vraiment là-dessus que repose la dissuasion. Euh, donc, c'est un scénario d'apocalypse qui, paradoxalement, depuis des décennies, a permis d'éviter l'usage des armes nucléaires. Donc ça, c'est la rationalité de la dissuasion. Et c'est assez intéressant sur le plan intellectuel, hein. On parle ici de choses qui ne sont pas extrêmement réjouissantes, mais enfin, généralement, on adhère à l'une ou à l'autre et il y a peu de perméabilité. C'est-à-dire que soit on est dans une logique de dissuasion, soit on est dans une logique abolitionniste. Euh, les deux camps souhaitent la même chose, hein. Finalement, le but, c'est que l'arme nucléaire ne soit plus jamais utilisée et que Hiroshima et Nagasaki restent à jamais la dernière utilisation réelle de l'arme nucléaire. Mais certains pensent que la meilleure façon d'y parvenir, c'est la dissuasion, et d'autres pensent que la seule façon d'y parvenir, c'est l'abolition. Ces deux camps qui sont difficilement réconciliables, il n'y a pas de raison particulièrement scientifique de le distinguer. Je pense que c'est plus une question de foi, d'adhésion à ce qui est raisonnablement possible. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on adhère, je dirais, par pragmatisme à l'efficacité de la dissuasion qu'on ne peut pas en même temps militer pour le désarmement nucléaire, pour qu'au moins les forces nucléaires soient amenées au niveau le plus bas possible et qu'à terme, on envisage que les États sur lesquels euh, enfin, qui font reposer leur décision existentielle sur l'arme nucléaire, trouvent d'autres moyens d'assurer cette dissuasion existentielle. Et donc, il y a des études qui ont été menées en la matière, et notamment mon collègue Tom Sawyer de l'Université d'Anvers a formulé des propositions que je trouvais assez intéressantes, une forme de dissuasion sans armes nucléaires. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'armes nucléaires actives, mais que la réactivation de ce savoir nucléaire ne prendrait pas beaucoup de temps et que donc le moment venu, un pays qui se sentirait en danger existentiel et qui en sentirait le besoin pourrait assez rapidement se doter à nouveau de l'arme nucléaire, mais qu'en dehors de cette nécessité absolue, il n'y ait plus d'armes nucléaires prêtes à l'emploi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui semble un peu plus à portée de main qu'une abolition totale et définitive qui est plus difficile à imaginer. Donc il y a quand même de la place pour, je pense, pour une militance, une activité en faveur du désarmement nucléaire. Il n'y a pas de raison de se résigner au statu quo actuel, mais voilà, la dissuasion, en attendant, reste quand même l'assurance qui aujourd'hui est probablement la plus efficace pour éviter l'arme nucléaire. Ça n'empêche pas de réfléchir aux étapes suivantes. Encore merci.
Il y a une autre question sur le chat qui demande quels seraient les partenaires éventuels de l'Union européenne pour remplacer les États-Unis. Ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question parce qu'elle est un peu en dehors de la boîte, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe pour l'instant. Pour l'instant, les Européens sont essayés de s'entendre entre eux. Ceci dit, à l'issue de la réunion de Londres, dans la foulée, les États européens, alors pas la totalité, mais enfin une délégation d'entre eux, ont eu une discussion. Alors, était présent le Canada, la Turquie, je pense qu'il y avait un troisième pays, mais je ne suis plus certain. Euh, mais voilà, je pense que les deux pays qui viennent en premier lieu à l'esprit, comme possible partenaire d'une nouvelle architecture de défense dans laquelle ne se trouveraient plus les États-Unis pour les raisons que je ne vous explique pas, certainement le Canada. Il y a toujours eu beaucoup de partenariats entre l'Europe et le Canada. Et puis voilà, le Canada faisait partie de l'OTAN. Et donc, voilà, il y a toute une série de procédures dans les formations, dans les standards de communication, en termes d'interopérabilité, comme disent les militaires. Bah, c'est immédiat entre le Canada et les États membres, les États européens qui étaient membres de l'OTAN. Donc ça, c'est un partenaire assez évident. Et puis la Turquie, pour des raisons géopolitique parce que la Turquie occupe une place tout à fait déterminante, notamment par rapport à l'Ukraine. Et donc, je pense que les Européens l'ont bien compris en associant la Turquie à leur discussion. Donc voilà, je vous dirais que en première intention, ces deux pays-là, mais ça n'empêcherait pas d'en envisager d'autres par la suite. Il me semble qu'il n'y a aucune question dans le chat pour le moment. Annick, tu confirmes? Je confirme. Est-ce qu'il y a des questions qui souhaitent être posées à l'oral directement à Monsieur Liégeois? Vous pouvez lever la main directement. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais malheureusement, Madame Zoka ne pourra pas faire sa présentation suite à des problèmes de connexion Internet. Donc, elle nous a expliqué en début de réunion qu'il y avait eu des travaux dans sa rue aujourd'hui, malheureusement. Et donc, elle a essayé de se connecter une bonne quinzaine de fois. Elle a quitté, revenu dans le Zoom, mais malheureusement, elle ne va pas être en mesure de donner sa présentation. Elle va me fournir le contenu que je vous transférerai évidemment par email. Donc, toutes mes excuses et toutes ses excuses à elle. Et je vois qu'il y a une question. Monsieur Collin, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire et merci beaucoup pour l'intervention de Monsieur Michel Liégeois. Je me permets, comme vous restez encore là, de pouvoir peut-être engager un débat, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Je suis un peu étonné par certains de vos propos concernant la notion de dissuasion. Tout d'abord, euh, objectivement, il est impossible de prouver que la dissuasion fonctionne ou ne fonctionne pas. Personne ne peut le dire parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire depuis 1945 avec un monde sans dissuasion et voir comment ce monde évoluerait. Et je trouve que la façon dont vous le présentez semble vraiment affirmer que la dissuasion fonctionne et c'est effectivement le meilleur moyen des systèmes de défense qui existeraient. Il y a de nombreux cas qui existent et qui montrent que la dissuasion a failli ou a potentiellement fonctionné. On peut dire qu'elle a fonctionné quand la Russie a impressionné les États de l'OTAN et de l'Europe en envahissant l'Ukraine sous couvert de vouloir agir et d'utiliser son arme nucléaire. Et en même temps, finalement, quelques années plus tard, donc aujourd'hui, elle n'a pas fonctionné puisqu'on a bien fourni des systèmes d'armes de plus en plus avancés finalement à l'Ukraine. Voilà, et en même temps, on peut dire aussi que l'Ukraine a envahi ce territoire. Donc, je trouve ça un petit peu, voilà, je tenais à apporter ce point, cette contradiction pendant votre présence. Alors, moi, je parlais de dissuasion vraiment au sens strict, c'est-à-dire la dissuasion d'utiliser l'arme nucléaire. Maintenant, c'est autre chose de brandir l'arme nucléaire pour essayer de dissuader un État ou un groupe d'États de faire quelque chose d'autre que d'utiliser l'arme nucléaire. Et effectivement, les rodomontades
nucléaires de Vladimir Poutine avec les lignes rouges successives n'ont pas dissuadé les soutiens de l'Ukraine d'aller de plus en plus loin dans leur soutien. Donc ça ne fonctionne pas, effectivement. Et là, je pense on peut être d'accord. Et je suis aussi d'accord sur le fait que scientifiquement, il n'y a pas d'équivalence entre la concomitance et la causalité. Donc, je ne peux pas affirmer que si l'arme nucléaire n'a pas été utilisée depuis 1945, c'est à cause ou grâce à la dissuasion. Mais on peut observer que, en tout cas, elle n'a plus été utilisée et que c'est quand même assez étonnant, puisque c'est une arme puissante, qu'il y a des tas de déclinaisons possibles de l'arme nucléaire. Et donc, cette anomalie du fait que des États qui pourtant se font beaucoup la guerre, et ce n'est pas les conflits armés qui ont manqué, et qui ont utilisé toutes sortes d'armes de destruction massive par ailleurs, se sont bien gardés d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc, voilà, c'est une hypothèse qui me semble quand même tenir la route et qu'on ne peut pas écarter d'une guerre d'un revers de la main, que probablement que le fait de la crainte de la riposte nucléaire a joué un rôle important. Et quand on étudie, par exemple, le déroulement d'une crise comme la crise de Cuba, euh, moi j'ai l'impression qu'on peut rejouer la crise de Cuba 50 fois. Tant qu'il y a l'arme nucléaire, bah, la restriction va être la règle. Sinon, qu'est-ce qui aurait retenu les États-Unis d'envahir Cuba? Ils avaient Et d'ailleurs déjà essayé auparavant. Et ça n'est plus une option dès lors que le risque, c'est d'engager une escalade qui peut amener à l'arme nucléaire. Moi, je ne vais pas plus loin que ça, et en disant cela, je ne prétends pas, comment dire, présenter la dissuasion comme étant une sorte de vérité définitivement établie et indépassable. C'est juste que, voilà, il semble que dans certaines circonstances, et notamment la dissuasion binaire, c'est-à-dire lorsque, par exemple, comme dans le cas de l'Inde et du Pakistan, c'est assez flagrant, voilà, deux États qui se font la guerre, qui ont toujours les mêmes raisons de se faire la guerre, et puis pourquoi ont-ils cessé de s'affronter militairement? Bah, c'est pas vrai. ça coïncide exactement avec le moment où ils vont tous les deux posséder l'arme nucléaire. Euh, Il y a eu de nombreuses, il y a eu de très nombreux coups militaires entre les deux États, notamment en 2019 encore, où plusieurs centaines de milliers de soldats se sont réunis. On sait qu'il y a eu la crise de Kargil en 99-2000 qui a failli déborder sur une crise nucléaire. Il a fallu une pression des États-Unis. Bah, il y a quand même eu un certain nombre de choses importantes entre ces deux États sur ces 25 Exactement. dernières Ils années. sont loin d'être en paix. C'est précisément ça ce qui est intéressant, c'est que des États qui auraient toutes les raisons de s'affronter, exactement comme les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, finalement ne vont pas jusqu'au bout de cette logique d'un affrontement militaire de grande ampleur parce que il y a cette hypothèse nucléaire. Mais ça n'en fait pas des amis pour autant, loin de là. On est bien d'accord là-dessus. Et il ne faut pas omettre la question de la chance, hein, notamment sur Cuba. On sait que le facteur chance a été extrêmement prégnant et qui a évité l'emploi d'armes nucléaires. On sait que le colonel soviétique à bord du sous-marin avait toute la capacité d'utiliser l'arme nucléaire. On avait le droit selon le règlement qui lui proposait. Il a décidé de ne pas le faire. On sait qu'il y a eu un avion espion aux États-Unis qui est parti des États-Unis pour aller faire des prélèvements d'essais nucléaires soviétiques en 1962 et qui s'est trompé de direction et qui a dû demander l'aide à des forces aériennes américaines qui étaient toutes disposées d'armes nucléaires sous leurs ailes à ce moment-là. Il a failli avoir une confrontation avec les forces aériennes soviétiques, ça ne s'est pas produit. Et tout ça, c'est grâce à la chance. Ce n'est pas un facteur de dissuasion qui a évité l'emploi, c'est le facteur chance. Et le facteur chance est aussi quelque chose qui a permis d'éviter l'emploi d'armes nucléaires et qui, je pense, n'est vraiment pas à omettre. Sans doute. Moi, je ne suis pas là pour vendre la dissuasion nucléaire, j'ai pas d'action en la matière. Mais voilà, quand on a un système qui fonctionne pendant aussi longtemps, on est en 2025 et l'arme existe depuis 1945, euh, voilà, j'observe que ça a probablement concouru à éviter qu'elle soit à nouveau employée. Il est assez symptomatique, pour le dire dans un autre sens, que
Justement, elle a été employée en 1945 parce qu'à ce moment-là, les États-Unis étaient les seuls à le posséder et qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune raison d'hésiter de le faire et ils n'ont pas hésité à le faire. Et l'aurait-il utilisé si le Japon avait possédé l'arme nucléaire? On peut quand même sérieusement en douter. Donc, je ne m'en réjouis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui m'extasie devant la dissuasion comme quelque chose de fondamentalement positif. Moi, je regarde les choses froidement et j'observe que Aussi. voilà, le calcul rationnel fait que la dissuasion d'ailleurs n'est pas que nucléaire. D'une façon générale, l'humain agit de façon rationnelle et calcule le coût-bénéfice de son action. À partir du moment où on fait entrer l'arme nucléaire dans un calcul coût-bénéfice, bah, ça augmente le coût et donc ça engage à ne pas s'engager dans certaines actions. C'est probablement pas la façon la plus satisfaisante sur le plan moral, et sur plein d'autres plans, de régler le problème de la violence dans le monde. Mais voilà, il faut quand même remarquer que ça fonctionne, même si ça ne constitue pas une garantie absolue. Euh, je ne vais pas plus loin que ça. Merci beaucoup, Monsieur Collin, d'être intervenu, d'avoir permis un débat au sein de ce webinaire. Je propose, comme Madame Zokan ne va pas faire sa présentation, que nous passions directement à votre présentation, Monsieur Collin. OK. Et donc là, on avait examiné donc avec Monsieur Liégeois tout ce qui est les enjeux liés à la défense belge, et on a déjà beaucoup parlé de l'arme nucléaire, mais donc vous, Monsieur Collin, vous dirigez la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est une organisation lauréate du prix Nobel de la paix en 2017. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, vous travaillez sur les questions de dissuasion nucléaire, de désarmement et de non-prolifération. Et vous êtes également chercheur associé au GRIP. Donc c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, où Musen travaille également, notre autre modératrice. Et donc, Jean-Marie, bah, écoutez, on vous écoute et on est vraiment très heureux. Il y avait encore une question dans le chat par rapport aux armes atomiques, etc. Mais je propose que vous vous lanciez et puis on répondra à ça après. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Là, je vais transformer un peu mes propos parce que par rapport, voilà, Naomi m'a indiqué un peu ce qu'elle souhaitait et je voulais peut-être reprendre deux, trois petites choses par rapport à son intervention. Et puis, je vais élargir sur ce que je souhaitais dire. Je vais essayer de faire ça en trois parties, un peu une situation sur, voilà, encore une fois, les armes nucléaires et la situation actuelle, les obstacles justement à ces questions de désarmement et puis essayer de nous éloigner un petit peu de la Belgique en faisant un petit parallèle avec, alors, comparaison n'est pas forcément raison, mais pour montrer aussi ce qui se passe ailleurs dans un autre pays du monde, au Costa Rica, et voir s'il y a des choses qui peuvent être entendues ou en tout cas, d'une certaine manière, limitées. Bon, la situation internationale, comme l'a indiqué M. Liégeois, est aujourd'hui extrêmement tendue. On peut remarquer, moi je l'ai vécu la semaine dernière, j'étais aux Nations Unies dans le cadre de la troisième réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qu'il y a un certain vent de panique générale, et ça qui s'est principalement réalisé à la suite de la rencontre entre Trump et Zelensky. Et cette panique donc, qui crée une certaine peur est généralement très mauvaise conseillère. On fait toujours de mauvais choix dans une panique générale. Et sur cette question du nucléaire militaire, il faut voir que finalement, il y a des armes nucléaires en Europe depuis le milieu des années 50, dans le cadre d'un stationnement réalisé par les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, un stationnement qui a débuté en Belgique depuis 1963, sachant qu'il y a eu à peu près un total de 7700 armes au total sur l'ensemble des pays appartenant à l'OTAN, plusieurs milliers dans les pays appartenant au pacte de Varsovie. Et bien sûr, ce nombre d'armes a largement diminué pour être aujourd'hui entre 100 et 150 armes sur 5 États européens de l'Europe et d'une partie de l'Asie, puisque la Turquie en fait partie. Hein, c'est donc les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, plus donc la Turquie. Du côté des anciens pays du pacte de Varsovie, il n'y avait plus d'armes nucléaires jusqu'à il y a à peu près un an en Biélorussie. Et maintenant, la Russie a décidé de réinstaller des armes nucléaires en Biélorussie. Donc la Belgique
disposerait d'une petite vingtaine d'armes nucléaires sur la base de Klein-Vogel, qui sont donc emportées principalement par sa chasse aérienne. Des armes nucléaires que la Belgique ne peut pas utiliser évidemment toute seule, hein. Il lui faut l'autorisation des États-Unis, mais pour pouvoir les employer. Et ce sera donc bien sûr un pilote belge qui larguera cette arme nucléaire, sachant que les armes nucléaires actuellement stationnées en Belgique et dans les autres États européens sont en cours de renouvellement, puisque c'est une nouvelle génération d'armes qui arrive et qui est en train d'être déployée cette année normalement. Et par ailleurs, il faut remarquer que normalement, tout porte à croire que le Royaume-Uni va aussi à nouveau être une base, enfin, va aussi recevoir des armes nucléaires américaines, sachant que depuis 2008, sur la base nucléaire de Laken Earth en Grande-Bretagne, toutes les armes américaines avaient été retirées et donc de nouvelles armes devraient arriver cette année ou l'année prochaine. Donc on est en même temps dans une situation internationale où on entend bien que les États-Unis veulent se retirer et avoir un focus sur l'Asie-Pacifique. Et il y a cette crainte que les États-Unis partent de l'OTAN. Et en même temps, il faut quand même constater que la volonté des États-Unis de stationner de nouvelles armes nucléaires est pleinement entière encore et va se réaliser. Donc, il faut avoir ces deux mouvements qui sont totalement inverses en tête, hein. Et donc, la Belgique est de fait un État qui entrepose des systèmes d'armes nucléaires. Et là, on a une lecture qui est un peu biaisée à travers le monde, puisque vous savez que la Belgique, depuis 1970, a ratifié le traité de non-prolifération nucléaire et donc s'est engagée à ne pas posséder d'armes nucléaires. Seulement, dans le cadre de l'OTAN, possède bien ce système d'armes, en tout cas un stationnement de ce système d'armes. Et donc, on a cette lecture qui est un peu double, qui est celle des pays occidentaux et des pays de l'OTAN, qui dit qu'elle reconnaît le droit à ces États d'avoir ce partage nucléaire, puisque ce partage, en fait, n'implique pas une possession et un plein contrôle, hein. Encore une fois, il faut une autorisation des États-Unis. De plus, il est mis en avant que ce partage d'armes nucléaires a été réalisé et a débuté avant la création du traité de non-prolifération nucléaire, et qu'à cet égard, il est entendu qu'il serait, je vais mettre des guillemets, légal, puisque c'est vraiment une lecture occidentale et des pays de l'OTAN. Si vous demandez au reste du monde, alors évidemment qu'ils soient russes, chinois, africains ou des pays d'Amérique latine, tous ces États-là vous diront que des États comme la Belgique, par exemple, sont en contradiction avec les règles du traité de non-prolifération nucléaire. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et d'ailleurs, dans les obstacles, dans cette situation actuelle, euh, pardon, je vais continuer, je pense, sur le traité de non-prolifération nucléaire, qui est vraiment la base et sur laquelle la Belgique a toujours largement intervenu et a bien sûr toujours participé aux différentes conférences d'examen qui se déroulent tous les 5 ans, hein, et est un État très actif sur ces questions de non-prolifération principalement et de désarmement. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle dans laquelle on est, donc on a ce mouvement de peur et de retrait totale de la part des États-Unis. On a les paroles très actives, très proactives d'un président français, hein, Emmanuel Macron, un petit peu moins de Keir Starmer, le Premier ministre de Grande-Bretagne, mais quand même, qui propose d'élargir la dissuasion nucléaire française ou de créer un parapluie nucléaire franco-britannique. Et face à ça, c'est vrai que il est assez étonnant et j'ai pu faire un peu une sorte de tour d'Europe à travers tous mes collègues avec qui j'étais la semaine dernière aux Nations Unies. Il est globalement étonnant qu'on n'entend jamais les conséquences potentielles de ce futur parapluie nucléaire franco-britannique ou simplement français. C'est-à-dire que toutes les conséquences, qu'elles soient juridiques ou géopolitiques, sont totalement écartées. Juridique, c'est bien sûr l'illégalité totale par rapport au traité de non-prolifération nucléaire, puisque là, pour le coup, si jamais il y avait un partage, par exemple l'installation d'armes nucléaires sur le territoire belge, on parle plutôt d'en installer sur le territoire allemand, pour tout vous dire. Mais dans tous les cas, cette installation se ferait bien sûr très, bien après la création de ce fameux TNP. Donc on ne pourrait pas prendre l'argument juridique de dire on a installé des armes nucléaires françaises avant la création du TNP en 1970, avant son entrée en vigueur.
À minima, c'est bien sûr aller à l'encontre de l'esprit de ce traité, hein, qui est la non-prolifération nucléaire et le désarmement nucléaire, et qui engage tous les États partis à agir de bonne foi en direction de la cessation de la course aux armements nucléaires et à un désarmement nucléaire. Donc là, la notion de bonne foi est totalement rompue, hein, puisque la bonne foi, c'est aller dans le sens de l'action requise. Là, on va dans un sens contraire, puisqu'on a une sorte de prolifération nucléaire rampante. Donc voilà, ça c'est une conséquence massive, hein, faire une brèche dans le TNP, dans le traité de non-prolifération nucléaire. Et il faut bien entendre que ce traité de non-prolifération nucléaire, c'est ce qui assure notre sécurité internationale aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'effectivement, nous n'avons que 9 États qui possèdent des armes nucléaires. Et si on crée cette brèche, eh bien, on peut avoir une vague de prolifération, donc avoir une plus grande insécurité nucléaire. Par la suite, si la Belgique décide d'être sous ce parapluie nucléaire français, que ce soit sous le terme de doctrine ou véritablement de partage avec des systèmes d'armes, il sera aussi impossible pour la Belgique, et aussi pour la France et les autres, de critiquer les mouvements que réaliserait la Russie. C'est plus possible de critiquer l'attitude de la Russie vis-à-vis de la Biélorussie, où elle a installé des armes nucléaires, puisque nous ferions exactement la même chose. Bien évidemment, d'autres pays pourraient se dire, eh bien, je vais imiter ce que la France et l'Union européenne ou l'Europe dans sa grandeur réalisent. Moi aussi, je vais aller décider de créer un parapluie nucléaire avec un autre État allié qui ne possède pas d'armes nucléaires, voire même je pourrais aller installer des systèmes d'armes nucléaires, le Pakistan en Arabie Saoudite par exemple. Donc là aussi, ça renforce l'insécurité. Et on est vraiment dans ce contexte actuel où, face à une insécurité réelle et face à une problématique réelle vis-à-vis de la Russie, on est en train, dans un mouvement de panique générale, d'accélérer notre potentielle insécurité, puisque ces mouvements sur lesquels sont enclenchés, ces mouvements de pensée actuels depuis une quinzaine de jours, hein, même s'il y avait un mouvement qui était une volonté du président Macron depuis 2017, hein, il faudrait relire ses discours réalisés à la Sorbonne en septembre 2017, où il engage déjà à créer une culture stratégique européenne. Quand en France on parle de culture stratégique, on parle de culture atomique, hein. C'est vraiment deux mots qui sont liés. Euh, il faut bien voir qu'en créant cette culture stratégique, on s'engage sur un terme de 20 à 25 ans. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est réalisé pour au moins le quart de siècle prochain. Ça veut dire que s'il est réalisé pleinement, on met totalement de côté la notion de désarmement et de non-prolifération et on rentre dans un nouveau système que l'on ne connaît pas et qui va donc, encore une fois, créer beaucoup plus d'incertitudes. Et face à cette incertitude, il faut quand même souligner qu'il y a une résistance qui est faite en face, hein, par des États qui sont partis ou qui sont signataires au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, hein, le TIAN. La Belgique n'étant absolument pas signataire de ce traité. D'ailleurs, il faut souligner que la Belgique n'a pas participé aux négociations de ce traité en 2017, a participé comme État observateur en 2022 et en 2023 aux deux premières réunions de ce traité, devait participer la semaine dernière comme État observateur à ce traité et finalement a décidé, dans le week-end qui a précédé cette réunion, de renoncer à sa présence, encore une fois, dû à la panique générale qui s'est installée. D'ailleurs, la Belgique a été imitée, ou chacun se sont imités, puisque les Allemands et les Norvégiens ont également décidé de ne pas participer à cette réunion, alors même qu'ils l'avaient véritablement annoncé officiellement. Donc, dans la bataille contre la non-prolifération ou pour le désarmement, on peut dire que la Belgique est pleinement manquante de son rôle par rapport à ce traité-là, à minima comme État observateur. Et donc, il y a cette résistance à travers ces États qui sont membres du CAN, hein, un peu plus d'une centaine d'États au total qui ont ratifié et ou signé, qui demandent justement que ces États arrêtent de mettre en œuvre une politique de dissuasion nucléaire. Et je voudrais revenir sur ce point-là. Il n'y a pas 40 types de dissuasion. Je pense qu'il faut il faut être honnête. La dissuasion nucléaire, ça signifie effectivement faire peser sur l'adversaire une menace de le réduire potentiellement en poussière, ou en tout cas de lui montrer que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça ne vaut pas le coup que vous nous attaquiez, puisqu'on a la capacité de réaliser sur votre territoire des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques.
Ça, c'est la partie globale qu'on vous annonce tous les jours. Mais la réalité de la dissuasion nucléaire, c'est qu'on menace à chaque instant un État et sa population civile, ce qui signifie bien qu'à chaque instant, euh, le président français et son état-major, et de fait, le Premier ministre belge et l'armée belge qui est en charge ces questions nucléaires acceptent aujourd'hui de ne plus respecter le droit international humanitaire, puisque la menace d'emploi d'armes nucléaires, pour qu'elle soit crédible, ça signifie bien qu'on accepte de renoncer aux principes clés du droit international humanitaire, qui sont des principes complémentaires, bien évidemment, qui sont la distinction, la précaution et la proportionnalité. On accepte de mettre de côté ces principes-là, puisque, encore une fois, pour que la menace soit crédible, ça veut dire qu'on est prêt à employer ces armes nucléaires. Or, tout emploi d'armes nucléaires aura évidemment des conséquences directes sur les populations civiles. C'est ça la réalité de la dissuasion nucléaire. C'est absolument pas quelque chose qui est très sympathique, joli et défensif. Par ailleurs, il faut noter encore une fois que la France a une politique d'emploi en premier de l'arme nucléaire à travers sa politique d'ultime avertissement, c'est-à-dire avec l'emploi de ses chasseurs, de ses forces aériennes stratégiques. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose, je le souligne encore une fois, de très sympathique comme on voudrait nous le faire montrer à chaque instant. Il n'y a pas de dissuasion défensive ou de dissuasion offensive. Il y a une réalité, c'est que chaque État qui dispose d'une politique de dissuasion nucléaire menace à chaque instant des populations civiles à travers le monde. Et ça fait peser une insécurité globale. Et c'est face à cette insécurité globale que des États, à travers le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, essayent de combattre, essayent de créer une pression juridique internationale. Euh, je vais peut-être aller sur ma seconde partie, parce que je dois avoir encore une dizaine de minutes à parler, mais bon, comme on a un petit peu de temps, je pense que ça ne pose pas trop de problèmes. Et j'aurai plaisir de prendre vos questions. Et je pense que ça peut faire du bien des fois d'essayer de reculer et d'essayer d'observer l'attitude d'autres États. Alors, ce que je vais vous dire, évidemment, tout n'est pas réplicable, c'est une certitude. Le Costa Rica est un pays qui dispose d'une démocratie depuis de très nombreuses années, hein, qui est devenu indépendant en 1821, la Belgique en 1830, qui fait à peu près 50 000 km², la Belgique 30 000. Je ne pensais pas que la Belgique était plus petite que le Costa Rica, pour tout vous dire. Ces deux États sont très largement engagés à travers l'ONU, hein. Le Costa Rica est devenu membre de l'ONU dès 1945, dès sa création, a ratifié aussi le traité de non-prolifération nucléaire dès 1970, les Belges en 75, on va dire que c'est la même chose, ont tous les deux ratifié les traités d'interdiction complète des essais nucléaires, un traité qui n'est malheureusement pas encore en vigueur. Et donc le Costa Rica, en plus, a ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et c'est un pays qui ne dispose plus d'armée depuis 1948, qui a décidé d'abolir son armée en 1948. Il y a eu un coup d'État en 1948 qui a été réalisé, un coup d'État, puisque en fait, le président ou le futur président de l'époque, celui qui a organisé ce coup d'État, Figueres, a décidé d'organiser ce coup vis-à-vis d'un président qui avait fraudé électoralement. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, 44 jours plus tard, l'une de ses toutes premières décisions a été de dire on va abolir l'armée. Comme ça, il n'y aura plus jamais la possibilité d'avoir un recours à l'armée en intérieur, de faire des coups d'État. Et donc, depuis lors, le 1er décembre est la date clé de la date de l'abolition de l'armée. Et depuis, donc c'est inscrit dans la Constitution, hein, l'abolition de l'armée, article 12. Depuis 1983, cet État a aussi affirmé sa neutralité perpétuelle et ça fait partie d'une manière générale de l'identité costaricaine. Si on remontait aussi aux premières invasions des Espagnols, il y a eu une véritable résilience et une volonté à la fois de combattre les conquistadors espagnols et en même temps d'inculquer la paix et d'essayer de travailler à travers la diplomatie. Sans faire toute l'exégèse du Costa Rica, depuis 1948, ce pays a subi deux invasions, hein, en 1955 et en 2010. Pour autant, sans armée, ont pu se défendre, à la fois par le recours à des forces volontaires intérieures et en même temps grâce à
à la Cour de justice internationale qui a fait à chaque fois reculer ou permis de faire reculer les assaillants, en l'occurrence le Nicaragua. Donc ça, c'est important de le noter. Et en même temps, ce pays a promu véritablement une diplomatie multilatérale en misant tout véritablement sur la nécessité de travailler à travers un multilatéralisme de manière extrêmement importante, en misant aujourd'hui sur ce qu'on appelle depuis une vingtaine d'années, même si malheureusement la situation actuelle fait que on sera évidemment en recul sur cette notion de sécurité humaine, hein, en souhaitant que cette sécurité humaine remplace le paradigme traditionnel de la sécurité des États. Hein. Une sécurité, voilà, et vous devez en même temps comprendre que ce pays a traversé une période du XXe siècle où il a été soumis à de nombreuses pressions, puisque on ne peut pas dire que l'Amérique centrale a été une partie du monde très calme entre les années 45 jusqu'au début des années 2000. Hein. Il y a eu de nombreux coups d'État, notamment fomentés directement par les États-Unis, que ce soit au Guatemala, que ce soit au Nicaragua, il y a eu également au Panama. Donc, c'est un pays qui a su agir à la fois sur l'ONU, qui a su construire cette notion de paix, cette notion de rejet de l'armée, cette notion de résilience intérieure, en investissant véritablement tous ces canaux multilatéraux, notamment sur les questions de désarmement. Il faut noter que c'était une présidente, enfin une ambassadrice du Costa Rica, Madame Hélène White Gomez, qui a présidé les négociations du TIAN en 2017, donc du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ce qui montre une volonté aussi de s'affirmer comme étant une petite nation capable de renverser les choses en termes de diplomatie et d'affronter aussi les grands, hein, puisqu'il faut avoir confiance que lorsqu'il y a eu ces négociations, ce pays a été soumis à une grande pression de la part d'un certain nombre d'États, dont la France, qui a été à l'encontre de ce traité. Donc, il est intéressant de voir que des petits pays peuvent arriver à agir sans armée, peuvent arriver à peser dans le concert des nations à travers une approche multilatérale extrêmement forte. Hein. Et ça peut être aussi des choses qui pourraient être à réfléchir, à encourager. Alors, évidemment, euh, cette notion de résilience et d'un pays pacifique sans armée, encore une fois, ne se réplique pas à tous les pays. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes un petit pays que vous pouvez décider d'abandonner votre armée, mais on peut aussi réfléchir au fait que dans la création de la Belgique, comme monsieur le professeur Léjoie l'a indiqué, il y a cette notion de neutralité et que finalement la neutralité belge a disparu du fait de l'histoire, mais a disparu il y a finalement un peu plus de 90 ans. Et il y a donc peut-être des choses qui sont à retrouver, en tout cas un investissement majeur à travers les actions multilatérales euh, qui devraient être réalisées. Euh, je voudrais peut-être... bon, voilà, je pense que je peux peut-être m'arrêter ici et prendre peut-être quelques questions qui me permettront de rebondir. Très bien, donc je me tourne vers Annick et Bénédicte pour nous dire s'il y a des questions et si oui, si elles peuvent nous les dire. Oui, donc il y a une question. Donc le Costa Rica est un bon exemple à suivre. Bah, en tout cas, c'est un exemple qui interroge. Encore une fois, c'est un État qui est entouré d'autres États et à ses frontières. Le Nicaragua est un État dictatorial hein, aujourd'hui qui dispose d'une armée assez importante qui potentiellement peut faire pression sur le Costa Rica. Pour autant, le Costa Rica n'est pas rentré dans cette panique que l'on peut nous connaître aussi également de vouloir potentiellement se doter d'une armée ou autre. Donc ça, c'est aussi parce que le Costa Rica estime qu'il peut avoir recours à des moyens de justice internationale. Et d'ailleurs, c'est ce que la Charte des Nations Unies demande aussi, hein, de travailler par des moyens pacifiques pour éviter tout conflit international. Donc, il y a cette notion à prendre d'assez importance. Euh,
pas beaucoup de Costa-Ricains, pour être très honnête, et ayant des attaches familiales, pour tout dire, dans cet État directement, pensent que si un jour ils étaient envahis, ils seraient aidés par le reste du monde. Donc, personne n'attend une aide internationale non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi cette notion de résilience et que si jamais il y avait une problématique d'un envahisseur, ils auraient aussi à se débrouiller et à agir seuls. Ce qui est important de noter, c'est que le Panama est aussi un État sans armée depuis le début des années 2000, ce qui vient aussi renforcer cette cohésion. Et le Panama et le Costa Rica se considèrent vraiment comme des États frères. Donc, voilà, il y a aussi cette cohésion binationale entre ces deux États. Donc, c'est un des exemples à suivre pour aller vers un monde plus pacifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de guerre, bien évidemment, dans mes phrases, mais cette réflexion d'État qui décide de ne plus disposer d'armées, alors que nous-mêmes, nos États décident de s'engager vers un monde beaucoup plus militaire, encore une fois, hein, les décisions qui sont prises maintenant sont prises pour les 25 à 30 prochaines années. Donc ça va vraiment peser sur la sécurité et sur la façon dont l'Europe, au sens large, va être vue ou va être perçue à travers le monde. Donc voilà, ça fait partie des choses qui devraient être explorées. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai vu qu'il y avait une question, mais qui a été répondue elle-même par un autre participant. Donc, Monsieur Collin, si vous pouvez simplement valider la réponse. Donc, la question, c'était quels sont les pays qui possèdent une arme atomique fonctionnelle? Alors, il a été donc indiqué la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël. Donc 2, 4, 6, on les a donc tous dit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, on a bien que 9 États qui possèdent des armes nucléaires. C'est à la fois trop et finalement pas beaucoup, hein. Pour revenir sur les paroles du professeur de tout à l'heure, effectivement, on a un mouvement de désarmement qui a eu lieu. Je crois qu'il a indiqué à peu près 30 fois moins d'armes nucléaires que depuis le milieu des années 80. Il y avait à peu près 70 000 armes nucléaires à cette période. Aujourd'hui, on est à 12 000, selon les calculs précis, même 12 121 armes nucléaires. Mais il faut bien comprendre que ce mouvement s'est arrêté. Et ce mouvement s'est arrêté pas depuis l'entrée de la Russie, l'invasion illégale de la Russie en Ukraine. C'est arrêté avant. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années que l'ensemble de ces États, et la France, puisque je suis français et mon expertise porte sur cet État, mais c'est la même chose pour le Royaume-Uni, par exemple, sont entrés depuis une quinzaine d'années dans des programmes de modernisation et de renouvellement de leurs arsenaux nucléaires. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté de diminuer et d'aller au désarmement nucléaire comme ils sont obligés au titre de l'article 6. D'ailleurs, la France, même des discours aux États-Unis, parlent de conserver ces arsenaux jusqu'en 2090 pour la France. Pour les États-Unis, c'est jusqu'au début du 21e siècle. Donc là encore, c'est quand même des preuves de non-volonté de réaliser leurs engagements juridiques. Et en termes d'arsenaux, de quantité, on peut s'apercevoir que les Britanniques, depuis 3 ans, ont annoncé qu'ils allaient réaugmenter leur arsenal nucléaire. Alors, pas de beaucoup d'unités, hein, de quelques dizaines d'unités, hein, je crois à peu près 25 ou 30 de plus. Plus inquiétant, il est vrai, la Chine a doublé son arsenal nucléaire sur ces 10 dernières années, à peu près à 600 armes nucléaires aujourd'hui, et annonce vouloir arriver jusqu'à 1000 armes nucléaires. Donc, on sait que cette année, des nouveaux chiffres en termes de quantité d'armes nucléaires seront publiés par le Stockholm International Peace Research Institute en juin. On sait que cette année, on va avoir pour la première fois depuis le milieu des années 80 une augmentation des arsenaux nucléaires. Et donc, c'est extrêmement inquiétant parce que, encore une fois, il faut que vous entendiez bien que cette augmentation ne s'est pas réalisée suite à ces 3 dernières années, mais bien une planification réalisée depuis une quinzaine d'années, hein, puisque la construction d'armes et de systèmes d'armes nucléaires prend du temps. Donc, on est dans ce mouvement général de vouloir conserver, pérenniser ces arsenaux nucléaires, d'où aussi ce mouvement inverse de résistance qui est créé à travers le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a une autre question dans le chat. Le Panama ne présente-t-il pas une fragilité certaine face à la volonté de Trump de reprendre le canal de Panama et comment pourrait-il l'empêcher?
Ah bah c'est évident que les États-Unis mettent devant chaque entrée du canal de Panama 2 frégates militaires et c'est fini. C'est une réalité. Il a fallu une trentaine de jours entre 1989, le 20 décembre 89, je crois, et le 15 janvier 91 pour que l'administration Bush, si je ne me trompe pas, père, oui c'est ça, envahisse le Panama à nouveau et réalise cette dernière guerre d'Amérique centrale. Donc le Panama ne peut rien faire contre les États-Unis sur le plan militaire. C'est une évidence. Hein. Donc là où le Panama aurait sa carte à jouer, c'est sur le plan des relations internationales, c'est sur le plan de juridiction internationale, et puis c'est là où on verra véritablement aussi quels sont les États de droit qui décident de faire respecter le droit international. C'est-à-dire qu'on peut largement espérer que des États à travers, que l'ensemble des États de l'Union européenne protesteraient largement contre les États-Unis qui iraient à envahir, par exemple, le Panama ou le Groenland, puisqu'on en est parfois de temps en temps en question, puisque ça n'équivaudrait rien d'autre qu'à la même attitude qu'a réalisé Poutine sur l'Ukraine. Hein, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, encore une fois, militairement, le Panama ne peut pas résister, mais pas beaucoup d'États, en réalité, pourraient résister à l'armada des États-Unis. Bien entendu que les États-Unis, le budget annuel, c'est un peu plus de 800 milliards de dollars, c'est quasiment l'équivalent en euros. En France, c'est 50 milliards. Vous voyez la différence massive. Le plan qui a été annoncé, même si c'est sur d'autres types de budgets par l'Union européenne, c'est 800 milliards sur plusieurs années. Donc, vous voyez, on est vraiment face à une confrontation militaire qui est totalement différente de la part des États-Unis. Mais encore une fois, le Panama misera sur la justice internationale, sur l'ONU, sur des canaux multilatéraux. Il y a une autre question. Comment faire en sorte que le TIAN ne reste pas un texte symbolique, mais devienne un levier de transformation réelle? Quelles pourraient être les pistes d'action concrètes et est-ce vraiment possible? Mais en fait, ce n'est pas du tout un texte symbolique. Il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, le droit international n'interdisait pas globalement les armes nucléaires. Le droit international interdisait tous les autres systèmes d'armes de destruction massive, les armes biologiques et les armes chimiques. Et en 2017, la création de ce traité a créé une révolution copernicienne. C'est-à-dire que pour la première fois, enfin, les armes les plus destructrices devenaient totalement interdites. Ce n'est pas parce que les États qui ne possèdent pas ces armes ne sont pas dedans que c'est un traité symbolique. Il n'est pas symbolique parce que, par exemple, ces États ont créé une pression et font une pression tout le temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'États qui viennent ratifier ou signer ce traité, par exemple. Hein. Ça, c'est une réalité. Il n'est pas symbolique parce qu'aujourd'hui, il y a 73 États qui en sont partis, 94 qui l'ont signé. Donc, c'est bien un traité qui est entré en vigueur depuis 2021 maintenant et qui crée une pression sur nos États comme le nôtre, qui crée du débat. Vous avez eu différents débats au sein de la Chambre. J'ai le souvenir d'être intervenu au sein de la Chambre pour parler de ce sujet. Si la Belgique a participé comme État observateur par 2 fois, c'est bien parce qu'il n'était pas symbolique et que la Belgique a estimé que son rôle, même s'il y a une pression parlementaire, c'était de participer comme État observateur. Il n'est pas symbolique parce que pour la première fois, on a un traité qui parle des questions sur les victimes des explosions d'armes nucléaires et la réhabilitation des zones affectées par ces explosions d'armes nucléaires. Donc, vous avez tout un mécanisme aujourd'hui qui est en place et qui permet aujourd'hui de prendre en compte ces victimes et cette réhabilitation de l'environnement. On peut penser aux États du Kazakhstan, des Kiribati, des Fidji, par exemple. Dans les mois, on peut l'espérer, ou peut-être l'année prochaine, l'Algérie aussi va devenir un État membre. Il n'est pas symbolique parce que vous avez des États qui pèsent dans ce traité. L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde. Vous avez d'anciennes puissances nucléaires, comme l'Afrique du Sud, comme le Kazakhstan, comme Cuba, qui a eu aussi des armes nucléaires sur son territoire pendant une période courte, mais qui en a eu en tout cas. Vous avez des pays qui ont subi les retombées radioactives, le Kazakhstan, le Mexique, les Fidji, et d'autres États encore. Donc, ce n'est pas un traité symbolique. Il serait symbolique si personne n'y prêtait attention. Or, tout le monde y porte une attention massive. Et
et son action va devenir encore plus forte, surtout si dans la même période, malheureusement, et on ne pourra que le déplorer, le traité de non-prolifération est totalement érodé et attaqué par nos États qui, normalement, devraient et qui ne cessent de dire que c'est la pierre angulaire du régime global de non-prolifération. Merci. Il y a une autre question. Face aux dictatures de certains États, comment faire respecter le droit international? Et une autre petite question, vous avez parlé de vraiment le développement de la diplomatie multilatérale du Costa Rica. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Alors, cette efficacité de la diplomatie multilatérale du Costa Rica? Merci. oui, je vais essayer. Alors, faire respecter le droit à des dictatures, c'est évidemment quelque chose de complexe. Mais on peut aussi remarquer que pour éviter que ces dictatures prolifèrent ou vivent, on pourrait aussi réaliser de manière complète et totale un certain nombre de sanctions. Par exemple, aujourd'hui, on continue d'acheter un certain nombre de choses auprès de la dictature ou de l'État autoritaire de Vladimir Poutine. Donc, on a continué pendant longtemps d'acheter du gaz, on achète encore beaucoup d'engrais. La place Bruxelles et Anvers plutôt est connue pour être une place diamantifère. Le commerce des diamants se poursuit entre la Russie et Bruxelles et Anvers notamment. Donc, vous voyez, on alimente et on aide aussi à faire en sorte que ces dictatures continuent de vivre. Euh, il faut agir dans ce sens-là. Il faut éviter de créer aussi des systèmes avec des dictatures par moment. Il faut aussi travailler avec un certain nombre d'États qui sont en construction de démocratie. Il faut aussi comprendre qu'il y a des États qui sont nouveaux, tout neufs, et sur lesquels il faut essayer d'aider nos relations. Donc ça, c'est la réalité. Et les dictatures ne tiennent qu'un temps. Alors certes, certaines tiennent depuis longtemps. On peut penser à la dynastie des Kim, par exemple, mais celle-ci, elle ne tiendra qu'un temps, encore une fois. Donc voilà, il y a des travaux qui sont à réaliser, essayer d'isoler au maximum, et puis aussi, surtout, essayer de ne pas jouer ce fameux double jeu que l'on a tendance à réaliser. Combien de fois nos États, et j'inclus autant la France que la Belgique et d'autres, ont aidé des dictatures pour des raisons d'intérêt économique? Là aussi, ça veut bien dire qu'en jouant ce double jeu, on s'affaiblit de toute façon de nous-mêmes et on en paye le prix à un moment donné. La diplomatie multilatérale du Costa Rica, si je la prends sur la question du désarmement nucléaire, celle que je connais quand même le mieux, a réussi véritablement à se hisser sur ces sujets, sur ces 25 dernières années, en travaillant par exemple aussi avec la Malaisie au début des années 2000, en participant à de nombreuses conférences. Il faut comprendre que la diplomatie du Costa Rica, c'est pas comme la diplomatie française où vous avez des milliers de personnes qui travaillent ce sujet. Vous avez quelques centaines de diplomates à travers le monde du Costa Rica et quelques dizaines et encore de personnes qui sont un peu spécialisées sur ces questions de désarmement au sens large. Donc c'est une décision aussi de la part de cet État de consacrer du temps financier et des moyens humains sur un sujet sur lequel elle pourrait se dire finalement ça ne nous concerne pas. De toute façon, on n'aura jamais d'armes nucléaires. Aucun des États autour de nous ne pourra avoir d'armes nucléaires pour différents types de raisons, notamment parce que normalement, si on respecte le droit, ils sont aussi dans une zone exempte d'armes nucléaires, la zone exempte d'armes nucléaires d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc c'est un vrai choix de travailler et c'est un vrai choix de faire des décisions sur du long terme. Et je pense que c'est vraiment ce qui caractérise ce pays, c'est d'avoir une vision sur du long terme, contrairement à nous, nos États, où on a des visions sur du court terme. Si je prends un exemple parallèle pour le Costa Rica, ce pays, dans les années 70, avait le choix de se dire on investit dans la recherche pétrolière parce qu'il doit y avoir du pétrole autour de nos côtes atlantiques ou pacifiques. Ils ont fait le choix de tout miser en fait sur l'énergie verte. Et aujourd'hui, ils en payent les conséquences positives. C'est-à-dire que c'est un pays qui est quasiment devenu à énergie positive et grâce à ça, ça leur a permis aussi de développer un certain tourisme, une image d'un pays vert et donc d'avoir cette image extrêmement positive. Cette décision prise dans les années 70 sur le pétrole, c'était une décision compliquée, complexe, mais qui est payante sur du long terme. Et c'est exactement la même chose qu'ils réalisent sur les questions multilatérales. Ils sont investis sur la protection de l'environnement. Au mois de juin, à Nice, pendant un mois, il y aura une conférence des Nations Unies sur la protection des océans entre la France et le Costa Rica.
et c'est un travail qu'ils font de manière durable. Et bien sûr, le désarmement nucléaire, c'est la même chose. On pourrait parler aussi, alors c'est un sujet que je maîtrise vraiment moins, mais sur les armes autonomes, le Costa Rica travaille aussi de manière très active. Donc, il y a cette volonté de peser dans les relations internationales en interagissant avec différentes nations qui pèsent à travers le monde aussi, la Malaisie, le Mexique qui pèsent beaucoup sur ces questions-là, et de faire avancer de nouvelles réflexions. Merci beaucoup. Je propose en fait, c'est votre dernière chance à toutes et à tous, participantes, de poser des questions. Anne, Il y a une dame, il y a Madame Anne Galkani, pardon si je prononce mal votre nom de famille, qui souhaiterait prendre la parole. Je vois qu'elle lève la main depuis quelques minutes. je pense Anne. Vous m'entendez? Parce que j'ai pas bougé mon micro. Oui, on vous entend. D'accord. Quand vous parliez de l'activité diplomatique pour le désarmement nucléaire du Costa Rica, en pratique, excusez-moi, mais donnez-nous quelques exemples de ce qu'ils proposent pour cela. Oui, ce qu'il a proposé, d'une part en 2007, ils ont proposé une convention sur l'interdiction des armes nucléaires, travaillé avec la Malaisie, qui a un gros pavé d'un peu plus de 200 pages qui propose différentes étapes. Et en fait, avec la création du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, dont le Costa Rica est un des pays moteurs, donc le Costa Rica a transformé, si vous voulez, cette convention en traité, mais qui est un peu moins détaillé. Donc, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il propose aux États de participer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et c'est un travail qui a commencé entre 2010, qui a abouti en 2017. Donc, entre-temps, il y a eu différentes négociations. Il y a eu des groupes de travail à l'ONU, qui a été notamment présidé par un diplomate costaricain. Donc, il y a eu un vrai travail sur ces questions-là. Donc, les propositions du Costa Rica sont de travailler par rapport à ça, ou de montrer aussi la complémentarité entre le traité de non-prolifération nucléaire et le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, il y a un travail de proposition qui est fait à travers ces différents traités auprès de nos diplomaties pour que nos diplomaties comprennent et commencent à adopter ce type de discours pour qu'un jour, elles viennent signer et ratifier ces différents traités. Anticiper le fait que les dictatures auront une fin. C'est ce que vous entendez par là. Mais les dictatures auront toujours une fin. La question, c'est dans combien de temps? Ça, c'est une réalité. Mais il y a des choses qui peuvent nous surprendre et on peut espérer être surpris. Le mur de Berlin est tombé en 24 heures et personne ne s'y attendait en Europe ou dans le monde. Et pourtant, il a tombé et ça a changé l'histoire du monde. Donc, des dictateurs peuvent aussi tomber en 24 heures ou malheureusement durer pendant plusieurs décennies. Encore une fois, je renvoie à la famille, à la famille des Kim Jong-il en Corée du Nord. C'est une certitude. Donc, on ne peut pas attendre le coup de chance et on ne peut pas attendre. Donc, il faut essayer de créer une pression globale. Mais je pense que le plus important, c'est aussi de toujours avoir, de ne pas avoir ce double dialogue, de ne pas avoir cette double action. La France a aidé nombre de dictatures en Afrique, par exemple, qui par la suite eh bien, a aussi créé un certain nombre de conséquences négatives auprès de la France ou des populations françaises ou d'une manière générale sur l'insécurité africaine. Donc on doit aussi, si on veut éviter la création de nouvelles dictatures ou la perpétuation de certaines dictatures, on doit aussi agir de manière complète, sereine, même si des fois c'est aux dépens de nos intérêts économiques. Proposer un terreau pour créer autre chose, quoi. Au stade où on en est aujourd'hui, c'est de maintenir le terreau d'une non-prolifération pour que lorsqu'il y aura des opportunités, ça puisse se développer. Je pense que c'est ça que vous entendez par l'action. Oui, c'est une évidence. Le travail du désarmement nucléaire ne commence pas le jour où il y a un monde pacifié ou pas trop de guerre, on va dire. Hein. Le désarmement nucléaire, c'est quelque chose qui se réalise tout le temps. Hein, pour pouvoir effectivement, le jour où les tensions sont au plus bas, pouvoir créer quelque chose qui permette d'avancer véritablement. Dans les années 80, la crise des euromissiles, vous avez eu en Belgique des manifestations monstres pour protester contre l'installation
de système d'armes nucléaires américains vis-à-vis des armes nucléaires qui étaient installées dans les pays du pacte de Varsovie. C'est bien dans cette période très très chaude où des négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique ont été réalisées pour aboutir en 1987 à la création d'un traité sur l'interdiction d'un certain type d'armes nucléaires et conventionnelles. Donc, c'est tout le temps qu'il faut promouvoir cette question-là, et c'est comme la paix finalement. Ce n'est évidemment pas lorsqu'il y a le silence des canons qu'on doit travailler à la paix, mais c'est bien de manière perpétuelle qu'on doit travailler à ce message, à faire en sorte de pacifier les relations, qui, encore une fois, je l'entends et je l'accepte, est complexe, n'est pas quelque chose qui est facile à réaliser, mais entre ne pas réaliser ces actions honnêtes de paix pour travailler à ces systèmes-là et promouvoir la guerre, je pense qu'il y a une différence. Je ne sais pas si le monde est prêt, mais bon, c'est quelque chose à faire. De toute façon. Je me tourne une dernière fois vers l'ensemble des participants et des participantes pour voir s'il y a d'autres réactions, même si ce n'est pas des questions, une réaction avant que l'on coupe le webinaire et que l'on conclue la soirée. Je vois qu'il y a une main levée chez Bénédicte, je t'en prie. Oui, une seconde, voilà. Ce sera probablement naïf, mais comment se fait-il si le Costa Rica est un si bon exemple et si il est quand même fort efficace, si j'ai bien compris, puisqu'il a développé une diplomatie multilatérale très bonne, un tourisme pas de masse, mais vraiment un bon tourisme. Il est pacifiste, particulièrement pacifiste. Comment se fait-il qu'il ne fait pas boule de neige positivement, donc? Eh bien, ça s'explique aussi par l'histoire. C'est ce que je disais au tout début en citant ce cas-là. On ne se transforme pas en État costaricain du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et lorsqu'on regarde l'histoire du Costa Rica, c'est quelque chose qui s'est déroulé sur finalement cette résilience, cet esprit à travailler sur la paix, la diplomatie d'une manière générale, sur la protection de la nature aussi, même s'il y a eu des périodes qui étaient bien moins favorables à la protection de la nature. C'est quelque chose qui s'est déroulé sur presque 200 ans, si vous voulez. Hein. Donc, c'est comme tout, si dans nos États, on ne cultive jamais ces notions-là, si on n'explique jamais dans l'éducation, vous savez, normalement, il y a quelque chose que nos États devraient faire, selon des résolutions de l'ONU, ça s'appelle l'éducation à la paix et au désarmement. Si on n'éduque jamais les plus jeunes à ces questions-là, il est évident que rien ne peut naître et qu'on ne peut pas avancer vers un autre type d'État, peut-être un peu moins guerrier, on va dire. Encore une fois, nos histoires de nos États sont différentes. Je vois mal un État comme la France, par exemple, qui est objectivement un État où on aime la confrontation et on a des histoires militaires qui sont assez importantes. On a quand même eu un empereur qui a créé des millions de morts à travers l'Europe, renoncer du jour au lendemain à disposer d'une armée, par exemple. Mais si, voilà, il y a des éléments à prendre et à adapter pour pouvoir s'inspirer et finalement aller vers cette sécurité humaine qui a été aussi prônée pendant un certain temps par la Belgique et qui est prônée par un certain nombre d'États, dont le Costa Rica. Merci beaucoup, Monsieur Collin. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer. Un grand merci pour votre contenu, votre expertise. J'aimerais vraiment féliciter aussi tous les membres du groupe Conflits internationaux qui ont organisé ce webinaire ce soir. Et je laisse Musen volontaire conclure. Donc, comme Louise l'a dit, on vous remercie grandement. Un grand merci à nos intervenants pour ces échanges intéressants et à tous les participants pour leurs questions qui ont pu enrichir la discussion. Donc, ce webinaire nous a permis de voir plus clair sur la position de la Belgique face aux enjeux de défense et de désarmement. On voit bien que ce sont des questions complexes où se mêlent engagements internationaux, considérations stratégiques, choix politiques. On a vu aussi qu'il existe des alternatives à la course aux armements. On a eu cet exemple du Costa Rica qui montre qu'un petit pays peut peser autrement sur la scène internationale en misant sur la diplomatie, sur les dimensions de sécurité humaine, plutôt que sur la puissance militaire.
Donc, que ce soit à travers un multilatéralisme plus fort, plus de transparence dans les politiques de défense ou un soutien accru aux initiatives de désarmement, il y a des pistes à explorer pour repenser la sécurité autrement. Et bien sûr, les réflexions ne s'arrêtent pas là. C'est vrai qu'à notre échelle, des actions comme ce webinaire peuvent participer à ces dynamiques en informant, en ouvrant le débat, en encourageant une réflexion critique sur la nécessité d'alternatives à la course aux armements. On espère tous que ce webinaire vous aura donné matière à réflexion et pourquoi pas l'envie d'aller plus loin sur des sujets similaires. Encore un grand merci à nos invités et à vous toutes et tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci à Merci tout le beaucoup. monde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.